Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Revue périodique paraissant 3 fois par an. Numéro d'enregistrement 25 020 302. Directeur de publication. Wafik Raouf. wafik-raouf@hotmail.com. Coordinateur. Atta Hayati. attahayati@yahoo.fr. Lecture et correction. Michel Guillon. Monique Jouffroy. Alexandre Langagne. Comité de lecture. Jamshid Assadi, Groupe ESC. Dijon-Bourgogne, Fabrice Balanche, Université de Lyon 2. Lotfi Benour, Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Jacques Fontaine, CNRS et Université de Franche-Comté. Gérald Gaillard, Université de Lille. Philippe Haringer, Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Edmond Jouve, Université de Paris 5. Salah Oueslati, Université de Poitiers. Heure Orient 89, Avenue du Roule. 92 200 Neuilly, France. Tel, 01 47 22 90 12. Fax 01 47 45 41 36. Eurori@free.fr. www.eurori.net. Revue publiée avec le concours du Centre national du livre. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Pourquoi la revue EURORIENT ? Un pont entre deux mondes. En un temps où l'Orient et l'Occident semblent revivre un épisode d'incompréhension réciproque, à la fois culturelle, politique et économique, il est bon de jeter des ponts. Une longue histoire d'interdépendance entre ces deux berceaux de civilisation invite à ce rapprochement. Cette revue proposée par des intellectuels des deux versants de la Méditerranée souhaite apporter sa contribution, ne craignant pas d'élargir l'échange à l'ouest jusqu'en Amérique, à l'est et au sud jusqu'au plus profond de l'Asie et de l'Afrique. Les sujets publiés sont souvent de l'ordre des sciences politiques, mais concernent également les questions de société, le monde urbain, les défis économiques et les migrations. En filigrane apparaissent des visions du monde et de l'homme qui parfois convergent, parfois s'éloignent. Mais l'échange des savoirs est la meilleure façon d'additionner les expériences et d'en valoriser la diversité. Dossier. Introduction. Pulsion et REPARATIONS. Ce volume numéro 30 fait suite au numéro 23.1. L'un et l'autre ont la particularité d'émaner d'un groupe constitué autour d'une équipe doctorale. L'équipe est sise à l'Université Paris-Ouest, autrefois Paris 10, au sein de l'école doctorale EOS, Économie Organisation Société. Le groupe, plus large, accueille d'une manière informelle des doctorants, post-doctorants et enseignants inscrits ou opérant dans diverses écoles et universités françaises ou étrangères. La moitié des membres d'Orient Urbain sont architectes, les autres sont géographes, économistes, sociologues, historiens, politologues, parfois littéraires. Ceux de l'équipe centrale préparent ou ont soutenu une thèse d'aménagement urbain et d'urbanisme. Une autre particularité de ce volume comme du précédent tient à la diversité des origines nationales des auteurs. C'est pour une grande part en raison de cette disparité des langues, des cultures et des formations universitaires qu'il a fallu passer par une sorte d'atelier d'écriture. Entrer dans le logo académique français, ou plus simplement dans la langue française écrite n'est pas chose aisée. On n'en retrouve pas moins et mieux l'empreinte des lieux, des univers et des tempéraments. Comme le numéro 23, celui-ci balaye un très large spectre géographique allant de l'extrême-orient insulaire, nord et sud, aux confins du Sahara occidental, en menant au passage 2 régions chinoises, un pays d'Indochine, 2 pays d'Asie centrale, un pays du Levant, un autre des Balkans et l'Algérie méditerranéenne 2. Dans tous ces orients, ce sont en fait les villes qui sont explorées, les villes d'aujourd'hui avec leur double face, l'édifice des siècles, qui porte le poids des populations accumulées, et la projection dans le siècle nouveau qui oublie volontiers ou voudrait oublier cette charge humaine. La plupart des villes étudiées, comme le reste du monde urbain,
ont connu dans la deuxième moitié du XXe siècle une phase d'expansion démographique qui, par son ampleur inédite, a détruit l'équilibre subtil des matrices historiques. On le constate aisément, mais pathétiquement, dans les oasis du sud algérien, tant était fragile autant que miraculeuse et belle l'alliance que les hommes avaient pu établir avec une nature extrême. Mais à une toute autre échelle, la transformation subite de Pékin à l'occasion des derniers Jeux olympiques a produit, sous le regard du monde entier, le même désastre. Pékin était en retard sur Shanghai qui, en revanche, avait bien été dans le tempo du monde. Lorsque la première pierre du nouveau Shanghai fut posée en 1990, c'est comme si un signal avait été donné, quelques mois à peine après la chute du mur de Berlin. C'est en effet la libération feinte ou réelle du bloc communiste qui sembla, au-delà même de ses frontières, libérer les modèles urbains à la fois dans ce que l'on appelait le deuxième monde et dans le tiers-monde. Le champ du groupe Orient urbain prend en écharpe une partie de ces deux mondes du XXe siècle. Dans l'un et l'autre qui se confondaient quelque part en Chine, les villes avaient jusque-là supporté jusqu'à l'apoplexie leur surpoids démographique sur les trames anciennes, ou sur des trames reconduites à l'infini, jamais suffisantes à absorber le flux des populations nouvelles. Dans ce schéma sans issue et angoissant, il était généralement admis que le temps des utopies urbaines, et même celui de la planification d'anticipation très en vogue jusqu'au milieu du siècle, était révolu. Seule prévalait la planification réparatrice. Il y avait à la fois une explosion urbaine et une torpeur urbanistique. Un exemple comme celui d'Abidjan, porté à bout de bras par l'ancienne puissance coloniale, faisait pour une poignée d'années exception. Celui de Bucarest aussi, mené par un despote ubuesque. Ou encore ceux, beaucoup plus convaincants, des petits dragons des mers jaunes et à peine plus tard, des émirats pétroliers du golfe Persique. Ce sont eux, dragons et émirats, qui allaient à la fois servir de modèle et d'aiguillon financier aux grandes villes continentales libérées. Nous commençons à avoir un peu de recul sur cette phase de l'histoire urbaine, qui va bientôt fêter ses 20 ans. Pas assez pour en mesurer toutes les conséquences, mais assez pour confirmer sa durée et sa solidité, à présent qu'elle semble devoir sortir intacte de la crise financière mondiale de 2008. Il n'est que de constater sa prospérité toute juvénile dans l'une des dernières conquêtes de cet urbanisme financier et systématiquement futuriste, Phnom Penh, ou encore à Damas, qui offre sa stabilité politique aux franges d'une Mésopotamie en guerre. Assez aussi pour voir poindre ici ou là quelques remords quant à l'aveuglement qu'un tel urbanisme de table rase engendre sur le sort de la majorité des citadins. On lira dans ce volume des exemples très divers de cette velléité de réparation. Y sont mêlés des cas où l'on entend corriger les excès de la nouvelle urbanisation, et d'autres où l'on s'applique à panser les plaies de l'ancienne urbanisation. Les configurations sont trop hybrides et topiques, et les angles d'attaque des thèses trop singuliers pour qu'on puisse les exposer dans un ordre logique. On les évoquera donc dans l'ordre géographique où les articles sont ici rangés, en partant de Séoul, la plus lointaine. Séoul Yunjuli. C'est aussi l'une des plus grandes mégapoles du monde, à la tête du plus continental des petits dragons. Face à un Japon admis dans le premier monde, Séoul a mis les bouchées doubles. Ce que Shanghai a lancé en 1990, Séoul l'a fait en 1970, fondant son double moderne sur l'autre rive de son fleuve. Les Coréens ont déjà eu le temps de constater les dérives de cette urbanisation à marche forcée. Dès les années 1990, ils ont voulu la corriger, en réparer les dommages. Mais il est difficile de réfréner les logiques d'une machine aussi lourde. Le projet Newton des années 2000, dont l'objectif était d'humaniser et de reverdir la ville, s'est traduit par un réflexe bulldozer. L'aimable renouvellement urbain s'est mué en une brutale tentative de refondation. Pékin et Huiliao. 10 ans après Shanghai, la capitale chinoise est devenue l'archétype de la refondation sur table rase. Le chantier des Jeux olympiques n'explique pas tout. Le boulevard de l'électronique, une artère du péricentre, n'a pas attendu pour se refonder sur lui-même à 3 reprises en une décennie. L'article de Huiliao a l'originalité de sonder les cœurs des jeunes vendeurs qui profitent de ce miracle. Et l'on constate que si la réparation n'est pas encore à l'ordre du jour de la mégapole, elle s'opère souvent à très courte échéance dans les projets de vie. Tel jeune abandonne cette course sans but, tel couple se défait,
et ceux qui s'accrochent prennent néanmoins conscience de l'aridité des chiffres, voire de la duperie à laquelle ils se prêtent. Wuhan, Minchin et Clément Noël Douady. Au beau milieu du territoire chinois, à mi-course du fleuve Yangtze, Wuhan ne fait donc pas partie de la Chine côtière triomphante. Cette grande ville n'est pas sans orgueil, mais il semble que son développement plus lent lui donne le loisir de tempérer le modèle urbain de la Chine nouvelle. Elle a certes ses tours de verre, ses villes nouvelles, sa vallée des systèmes optiques, mais son programme laisse place à une certaine sollicitude à l'égard des quartiers historiques, de l'habitat populaire, de la mise en valeur des berges fluviales. Renouvellement et refondation paraissent y faire bon ménage. Ne serait-ce qu'un leurre ? La pagode de la grue jaune, antique et neuve à la fois, nous invite à réviser nos catégories d'analyse. Jakarta, Mélanie Robertson. La mégapole javanaise n'a pas attendu les années 1990 pour amorcer son envolée moderniste. L'ouverture de l'économie indonésienne date de la fin des années 1960, mais ce n'est qu'à partir de 1985 que les capitaux étrangers se bousculèrent jusqu'à la crise. En 1998, Jakarta s'est réveillée sur le constat d'un grand désordre. Une urbanisation tentaculaire sacrifiant de précieuses plaines rizicoles, de graves problèmes de gestion liés à l'aveuglement d'un centralisme d'État, paradoxalement aggravé par un éclatement des responsabilités. La réparation est donc à l'ordre du jour derrière le concept de reformatie, qui recherche un difficile équilibre entre un renforcement des compétences locales et une cohérence globale. Phnom Penh, Adeline Carrier. Le chaos des droits du sol engendré, dans la capitale cambodgienne, par l'incroyable et tragique épisode de l'évacuation quasi complète de ses 2 millions d'habitants en 1975, n'en finit pas d'inspirer des lois de mise en ordre qui ne parviennent pas à régulariser la situation. Mais un nouveau typhon s'abat sur la précarité ambiante. Les promoteurs de toute l'Asie du Sud-Est se précipitent sur cette dernière terre promise pour y pousser leurs projets de new towns mirifiques et autres centres d'affaires. Pour qui ? On ne sait. En 2003, le pouvoir s'engagea à compenser les spoliations par le principe du land sharing, mais 6 ans après, on voit bien que cette velléité de réparation n'a pas résisté aux coups de boutoir des bulldozers en folie. Astana, Almaty, Atiraou, Adrien Fauve. Après avoir pris son indépendance de l'ex-URSS en 1991, le Kazakhstan voulut s'offrir une nouvelle capitale en pleine steppe, Astana. Mais l'ancienne capitale, Almaty, nichée au creux d'un piémont fertile, conserve sa prééminence culturelle, tandis qu'un troisième pôle, Atiraou, se constitue autour des promesses pétrolières de la Caspienne. Les Kazakhs, aux traditions nomades, sont accoutumés à la mobilité de leur capitale. Mais il leur faut accepter la gabegie des constructions somptuaires de la représentation politique, à Astana, ou du pouvoir économique international, à Atiraou, tandis que les rues des quartiers populaires restent de sable ou de boue. Ici, l'heure de la réparation n'a pas encore sonné. Lama Sanas Soufan. Cela fait bien 30 ans que la Ghouta n'est plus reconnaissable. L'oasis qui a nourri Damas depuis des millénaires est pleine comme un œuf. Et la rivière qui l'alimentait a disparu. Cependant, des masses de capitaux arabes et de réfugiés irakiens pauvres ou riches convergent vers Damas, îlot de stabilité dans un Proche-Orient explosif. Des dizaines de projets de quartiers privés autonomes font sortir la ville de la ville. La rupture est totale avec l'urbanisation précédente, dont elle pousse les prix à un niveau que le Damascène de base ne peut suivre. Mais on ne voit pas que cette dynamique puisse aller au-delà d'une impasse écologique qui paraît proche. Le problème de l'eau à lui seul pourrait sonner la fin de la récréation bucolique. Sibiu, Daniela Dragan. Les bulldozers en Roumanie, c'était avant. On connaît le sort du centre de Bucarest, qui devait s'appliquer à toutes les villes du pays. Sibiu y échappa par exception, ce qui lui permet aujourd'hui de réparer la négation d'un patrimoine qui lui vient d'une histoire originale, où des colons mosellans et hongrois ont joué un grand rôle. La séduction retrouvée et les liens historiques revivifiés apportent à cette ville des Carpates une prospérité inespérée. Toutefois, en dépit d'une volonté de développer un urbanisme vert et raisonnable, la rencontre entre le délabrement des habitats majoritaires et l'enthousiasme des nouveaux acteurs crée des situations délicates. Il faudra faire preuve de beaucoup de doigté pour étendre l'œuvre réparatrice au bénéfice de tous. Constantine, Yasmina Arama.
la métropole de l'Est algérien s'est développée sur un site accidenté. Son cœur s'appelle le Rocher, ses faubourgs se coulent dans des vallées encaissées, en concurrence avec les derniers vergers et jardins maraîchers. La pression démographique est forte et la gestion urbaine défaillante. Paradoxalement, ce désastre est en partie entretenu par une attitude conservatoire des maîtres du sol, État et grands propriétaires familiaux, qui préfèrent voir envahir leurs terres que déroger. Réparer les faubourgs anarchiques ou une médina trop vermoulue est presque mission impossible. Mais transplanter l'urbanisation sur les plateaux incultes et louer les terres riches à de jeunes exploitants innovateurs, qui existent, pourrait au moins réparer l'avenir. Beni Abbès, Fatma Zora Haridi. Ourlant les dunes géantes du Grand Erg occidental, les oasis de la vallée de la Saoura sont un collier de perles précieuses. Beni Abbès est la plus importante de ces villes Ksour. Mais ses bourgades fortifiées et leurs palmeraies miraculeuses, héritières d'un équilibre subtil, sont submergées depuis quelques décennies par une urbanisation médiocre et par le chômage. La communauté internationale propose au pouvoir algérien de sortir de cette situation par le haut. En faisant de la Saoura un modèle de développement durable, voué à l'écotourisme. L'industrie hôtelière et la restauration des Ksour sont prévues au programme, mais cela suffira-t-il pour que cette belle utopie absorbe la désespérance de la vie réelle ? Je ne puis refermer cette présentation sans évoquer un problème qui trop souvent nous tenaille. Il est de nombreux pays d'Orient ou d'Extrême-Orient, où il n'est pas très facile ou très prudent de dire ce que l'on pense. Or il ne peut y avoir travail scientifique, même et surtout dans les disciplines humaines, sans un minimum de recul, sans un esprit critique qu'il ne faut pourtant pas confondre avec une attitude d'opposition. Il est souvent difficile de faire comprendre au lecteur potentiel cette nuance qui sépare le chercheur du chercheur citoyen. Il est vrai aussi qu'on ne peut imposer à un chercheur, même au nom d'une pureté académique, de faire complètement taire le citoyen engagé ou non. Ne reproche-t-on pas souvent aux témoins que nous sommes de rester trop neutres ? Pour le présent dossier, il a pourtant fallu retirer, à la dernière minute, un article sur lequel nous avions longuement travaillé et dont l'analyse critique restait bien sage. Un certain climat dans un pays dont nous tairons le nom nous dicta cette prudence. Dans le même temps, plusieurs des articles ici publiés ont dû faire l'objet d'un certain lissage, d'une euphémisation qui malheureusement nuit à la vivacité des démonstrations. Malgré tout, il faut reconnaître à certains de ces jeunes auteurs un courage indéniable. Philippe Haringer. Orients urbains. Septembre-décembre 2009. Séoul entre refondation et renouvellement, le phénomène de l'autre rive et le projet Newton. Yoon-Joo Lee. Architecte. Doctorante à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Membre de l'équipe doctorale Orients urbains 3. Résumé. Ce que Shanghai a lancé en 1990, Séoul l'a fait en 1970, fondant son double moderne et massif sur l'autre rive de son fleuve. Les Coréens ont eu le temps de constater les dérives de cette urbanisation à marche forcée. Dès les années 1990, ils ont voulu la corriger, en réparer les dommages. Mais il est difficile de réfréner l'implacable logique d'une machine aussi lourde. Abstract. What Shanghai set out to do in 1990 fund a massive modern day double on the other side of the river, Seoul started in 1970. Koreans have had plenty of time to note the downside of forced march urbanisation. From the années 1990 on they have been trying to rectify to repair the damage caused. But it is difficult to run in the implacable logic of such a cumbersome machine. Sommaire. Un processus de polarisation. L'échec du programme cadre des années 1990. La crise du FMI, 1997. Les 5 développements chaotiques. Le projet Newton 2001. Newton in the Tone, un prétexte. Les 3 ironies du développement. L'extension du projet Newton aux villes satellites. Le rêve de la haute technologie. Une dualité pour une autre. Une réflexion sur Séoul pour le XXIe siècle. Introduction. Un processus de bipolarisation sociale et spatiale. En 1970, Séoul,
Cantonné jusqu'alors principalement sur la rive nord du fleuve Han mais mu par la soudaine accélération de son développement économique, ressentit la nécessité de s'étendre sur la rive sud. En effet, le nombre d'habitants de la rive nord s'accroissant à une vitesse surprenante, la ville de Séoul décida en 1970 d'exploiter véritablement le potentiel de la rive sud. Pour ce faire, en 1972, la ville offrit certains bénéfices et avantages fiscaux aux investisseurs, plus particulièrement en les dispensant de l'impôt relatif aux spéculations foncières, ce qui devait accélérer le développement de la rive sud. En 1975, l'exploitation des terrains résidentiels de la rive nord fut totalement interdite. Le programme cadre initial de la rive sud proposait un nouveau type de résidence urbaine, dénommé village d'appartements, qui débuta avec l'exploitation d'un terrain de 14 km². Ainsi était lancé le redéploiement urbain de Séoul, souvent baptisé Miracle du fleuve Han. Cette politique menée par l'État coréen jusqu'en 1991, visant à freiner le développement de la rive nord pour encourager celui de la rive sud, a entraîné au profit de la rive sud une concentration excessive des installations socioculturelles, un déséquilibre flagrant des investissements du secteur public. L'apparition au sud d'un environnement éducatif particulièrement appréciable, grâce à la création d'une zone scolaire privilégiée favorisant la réimplantation massive de lycées de grand renom, provoqua le déplacement du centre-ville de la rive nord vers la rive sud. Un clivage social très net fut ainsi amorcé. Entre 1963 et 1979, le prix des terrains de la rive sud fut multiplié par un coefficient allant de 800 à 1300 selon les secteurs. De nouvelles notions telles que nouveaux riches et col blanc ont alors fait leur apparition. Simultanément, les quartiers résidentiels de la rive nord, dont les habitants étaient partis s'installer sur la rive sud, s'étaient transformés en parcs de location accueillant à leur tour des migrants arrivant de province. Cette politique de l'État, qui peut être qualifiée de développement bulldozer, a finalement conduit Séoul à cette urbanisation actuelle qui est celle d'une ville construite de manière prompte et peu équilibrée. Depuis 1990, la ville de Séoul a élaboré divers projets de réaménagement progressif de la rive nord. Cependant, en dépit de ses études initiales et en raison de la crise FMI de 1997, le déséquilibre nord-sud de Séoul s'est plutôt aggravé. Les changements économiques brusques amplifièrent les clivages sociaux entre riches et pauvres. Le coût exorbitant des terrains et l'augmentation incessante des prix des appartements de la rive sud, tout comme les disparités socio-professionnelles et de revenus, ont accentué d'une façon décisive le clivage économique existant entre la rive sud et la rive nord. Notamment, les prix excessivement élevés des biens fonciers de la rive sud ont entraîné en quelque sorte l'érection d'une barrière géographique et ont ainsi permis à une classe nantie de monopoliser ces espaces. Ainsi le cours du fleuve Han et ses abords, qui délimitaient auparavant la ville au sud, commencèrent à assumer les fonctions d'un axe central de Séoul, tout en incarnant géographiquement une bipolarisation nord-sud. 1. L'échec du programme cadre des années 1990. Grâce à la promulgation de la loi fondamentale de 1984 relative à l'urbanisation, et au plan directeur d'urbanisation de la ville de Séoul pour l'an 2000, publié en 1990, le projet urbain de Séoul a pu être sérieusement mis en chantier, de manière systématique, et a reçu un soutien législatif véritablement efficace. Dans ce cadre, la ville de Séoul a su répondre amplement aux situations diverses de chaque arrondissement autonome, 1991 à 1995, grâce à un système de communication s'établissant de la base vers le sommet plutôt que du sommet vers la base. Le plan directeur d'urbanisation des arrondissements autonomes fut acté en 1991. De son côté, l'État, après avoir réexaminé en 1994 certains problèmes relatifs au plan, a élaboré en 1997 le projet de développement urbain de Séoul pour l'an 2011. Ce projet, tout en analysant les problèmes liés à un développement excessivement matériel, à la démolition totale de certains quartiers et à la politique de croissance prioritaire menée depuis le début des années 1990, a mis l'accent sur la résolution des problèmes sociaux, de transport et de l'écologie, fondant ainsi l'image d'une ville futuriste du XXIe siècle.
Le principal objectif de ce projet consistait à réfréner le développement des espaces de haute densité pour encourager le développement de petites zones, tout en maintenant la ligne de développement instaurée par les investisseurs privés 4. Par conséquent, la superficie visée par ce projet, initialement fixée à 708 km² en 1990 concernant le centre-ville et d'autres centres secondaires, a été revue à la baisse pour ne plus toucher que 606 km². Ainsi, le projet ne concernait plus que certains quartiers anciens et délaissés dont les conditions urbaines demeuraient très médiocres, et leur octroyait plus de moyens et avantages pour leur aménagement et la construction de complexes d'habitation. Mais tout allait être remis en question par la crise du Fonds monétaire international. La crise du FMI, 1997. Afin de résoudre la stagnation du marché de l'immobilier résidentiel survenue à la suite de la crise FMI de 1997, l'État a adopté en octobre 1998 un projet directeur pour le développement de l'immobilier d'habitation, et a ainsi élargi l'application du projet directeur de réaménagement de Séoul à l'ensemble des espaces urbains de la ville. La période d'application a été révisée pour concorder avec celle du projet directeur d'urbanisation de Séoul, pour s'étendre désormais jusqu'à 2011. La réalisation du projet est divisée en 3 étapes. La première étape s'achevant en 2001, la deuxième étape en 2006 et la troisième étape en 2011. Quel motif a donc conduit la ville de Séoul à modifier si soudainement son projet de réaménagement urbain ? Depuis la crise financière de 1997, les importants bouleversements sociaux et économiques subis par la société coréenne ont octroyé aux nantis davantage de richesses et abandonné les moins privilégiés à un plus grand dénuement, le clivage entre rive nord et rive sud atteignant un seuil critique. Par conséquent, les autorités ont jugé qu'un projet de développement progressif et passif serait insuffisant pour réactiver l'économie de la rive nord et pour résoudre ces problèmes. Pour faire face à cette situation, la ville de Séoul a modifié son projet afin de le pourvoir d'une gestion plus fiable et plus structurée, c'est-à-dire placée sous la direction de l'État, cherchant ainsi à résoudre les problèmes urbains de la rive nord tout en se concentrant sur la question du développement chaotique du territoire national. Les raisons poussant l'État à instaurer le projet de réaménagement de la rive nord peuvent se résumer ainsi. Sur la rive nord, de nombreuses vieilles habitations de mauvaise qualité sont entassées les unes sur les autres et leurs ruelles sont si petites qu'elles s'exposent à de grands risques en cas d'incendie. Afin d'apporter une amélioration à ces habitations, plusieurs campagnes de travaux ont été effectuées. Mais puisqu'elles ont été principalement menées par des promoteurs privés et de façon sporadique, elles ont été réalisées sans aucune liaison ni entre les quartiers en développement, ni avec les espaces environnants. Les travaux d'aménagement effectués jusqu'ici dans les quartiers étant réalisés séparément, chaque projet ne concernait que le quartier visé, même si celui-ci constituait une même zone d'activité avec des quartiers voisins, ce qui engendrait certains problèmes tels que l'interruption des passages piétonniers et l'insuffisance des infrastructures et ce, à cause d'un manque flagrant de liaison entre quartiers. Ainsi, puisque les travaux ont été pratiqués indépendamment, chantier par des investisseurs privés, l'installation des infrastructures telles que routes, parcs ou écoles demeurait insuffisante, et lorsque le nombre d'habitants augmentait, diverses installations infrastructurelles étaient toujours manquantes. De plus, chaque projet conçu pour les seuls besoins d'un quartier à aménager ne prévoyait guère la possibilité de le relier avec les quartiers environnants. Enfin, les promoteurs privés ayant été trop lourdement sollicités financièrement pour la création des infrastructures, ceci a finalement empêché la participation des investisseurs. Les 5 développements chaotiques. L'expression « développement chaotique » désigne tout type de développement ayant endommagé l'environnement urbain ou ayant entraîné un déséquilibre social dans les années 1980 et 1990, par exemple en provoquant une destruction de la forêt, des atteintes aux fonctions autonomes de la ville ou une diminution de la qualité de vie, etc. On distingue à Séoul 5 types de situations, soit 5 catégories de développement chaotique. Première catégorie. Il s'agit de développements s'effectuant sur un terrain agricole ou montagneux, situé à proximité d'une cité équipée d'infrastructures, afin d'en profiter gratuitement. Dans ce cas,
Ce type de développement entraîne une surcharge des infrastructures réservées initialement à la cité déjà existante et provoque ainsi un effet de richesse extramuros. Deuxième catégorie. Elle concerne d'importants sites de développement présentant des infrastructures publiques en nombre suffisant. Toutefois, en détruisant des espaces verts, ce type de développement endommage souvent l'écosystème et ainsi attente sérieusement au moral et au contentement de la population de la région, ou encore entraîne le dépassement des capacités du réseau routier ou du réseau d'eau dans la zone concernée. Mais grâce à ses propres installations publiques, écoles, parcs, etc., et infrastructurelles, routes d'accès et réseaux d'eau potable et d'évacuation, les conditions de vie de ce type de développement demeurent meilleures que celles de la première catégorie. Troisième catégorie. Elle désigne des exploitations sauvages, consistant à construire de manière sporadique des appartements, des hôtels, des usines, etc., sans permis de construire, en profitant de la proximité d'un environnement naturel appréciable ou de facilité d'accès au réseau routier. Dans ce cas, la destruction d'un environnement écologique ou d'un paysage naturel constitue le principal sujet de la polémique. Quatrième catégorie. On y classe les développements entraînant une vision extérieure négative, car leur densité d'utilisation du terrain dépasse la capacité des installations infrastructurelles déjà existantes, comme par exemple lorsqu'on réalise le réaménagement d'un quartier de vieilles maisons, donc de basse densité, en un complexe d'appartements de grande taille et de haute densité. Cinquième catégorie. Elle regroupe les développements pour lesquels la mise en place d'installations inadéquates provoque une surcharge excessive des infrastructures. 2. Le projet Newton de 2001. Le concept Newton était à l'origine celui de la ville verte définie par l'anglais E. Howard. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, cette expression désigne plutôt une ville planifiée et artificiellement construite par l'État afin de résoudre les problèmes des grandes villes modernes. Contrairement aux villes administratives de l'époque pré-moderne ou aux villes industrielles de l'époque moderne, qui pour des raisons politiques et économiques, se sont toutes constituées de manière naturelle et spontanée, les villes nouvelles d'aujourd'hui sont des constructions conceptualisées, obéissant à une intention volontariste de l'État. Mais le projet Newton, projeté pour la ville de Séoul, ne se rattache que formellement à la notion de ville nouvelle. Son objectif est plus administratif que conceptuel. En effet, bien que Newton 5 ait été conçu comme un élément rattaché au projet cadre de la ville de Séoul 6, il a été mis en œuvre sans l'accompagnement d'aucune réglementation législative précise lors de sa réalisation en 1998. Il a été considéré sur le plan juridique comme un projet indépendant du projet de développement urbain de Séoul, et présente donc des caractéristiques contradictoires. L'objectif de ce projet est de résoudre les problèmes entraînés par le développement chaotique des années 1990. Il se décline en 3 volets. 1. Le projet de développement complexe, 7, élargit les zones de réaménagement et de reconstruction afin de remédier à l'incapacité d'organismes urbains trop cloisonnés à avoir une vision d'ensemble et à mener une action coordonnée. 2. Les travaux de grande envergure dirigés par les services publics permettent également de compléter et de dépasser les développements parcellisés menés jusqu'ici par les projets passifs des investisseurs privés. 3. Enfin, la méthode dite développement d'abord, projet ensuite, s'autorise à contourner les difficultés de la prévision et de l'ajustement entre croissance urbaine et croissance démographique. Actuellement, le projet de construction de la Newton de Séoul se déroule selon 2 optiques. 1. La construction d'une ville dans la ville, à partir du projet cadre de développement des habitations de 1998. 2. La construction de nouvelles villes satellites autonomes, projet démarré en l'an 2000 et tirant enseignement de l'échec de la politique de construction des cités dortoirs d'Ilsan et de Bundang en 1989. Le projet Newton démarré dans les centres secondaires urbains de Séoul était à l'origine un plan pour la seule ville de Séoul. Mais en réalité, sous le même titre copié, le réaménagement s'effectue aussi dans les villes de l'agglomération de Séoul et même dans les villes de province. Nous allons successivement aborder ces 2 dimensions du projet. Newton in the Town, un prétexte.
Si le développement de la rive sud dans les années 1970 peut être assimilé à la quête d'une nouvelle frontière économique, pour des classes favorisées, on pourrait attribuer au développement de l'an 2001 la devise « Newton, ville de rêve, ville verte ». En réalité, l'histoire du développement urbain de ces 40 dernières années dans notre pays se résume en une période durant laquelle nous avons été amenés à consacrer tous nos efforts à sortir d'une pauvreté absolue, objectif qui fut associé à la fois à une destruction de l'environnement naturel et à une détérioration de l'environnement urbain. Tandis que les pays occidentaux ont disposé d'une longue période de 300 ans, depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, pour développer des villes à la fois modernes et stables, nos grandes villes ont rattrapé leur retard sur l'Occident en quelques décennies, donc à une vitesse considérable. Le taux d'urbanisation de la commune de Séoul, qui n'était que de 35% dans les années 60, atteint aujourd'hui 90%, avec une population qui est passée de 9 à 45 millions d'habitants. Le résultat est que la possibilité de bénéficier d'une haute qualité de vie fut quasiment anéantie par la nécessité de gérer harmonieusement un tel accroissement démographique. Par conséquent, le projet de réaménagement urbain de la rive nord au XXIe siècle a pour objectif la résolution des problèmes d'un développement déséquilibré par rapport à celui de la rive sud, cela à travers une amélioration qualitative du niveau de vie, en lieu et place du développement quantitatif du précédent projet. Mais ce projet d'amélioration de l'environnement urbain de Séoul est confronté dès le début à une critique. On lui reproche de n'être qu'un prétexte pour élargir considérablement un marché immobilier qui avait rencontré ses limites spatiales au sud. Bien que l'introduction du projet du développement équilibré ait été présentée comme devant diminuer l'écart de qualité de l'environnement urbain et résidentiel entre les secteurs et les régions, l'absence de dispositions législatives fixant des limites conduisit la ville à publier tardivement, en décembre 2005, un décret supplémentaire pour l'accélération du réaménagement urbain. En outre, en dépit de l'effort pour encourager le secteur privé comme maître d'ouvrage, c'est le point le plus difficile de la politique actuelle, transférer du secteur public 8 au secteur privé 9 le rôle de principal acteur du développement, et bien que des formules diversifiées soient proposées pour réaliser ce changement, étant donné que le projet a démarré sans un plan de base solide ni une étude préalable, il rencontre encore aujourd'hui de nombreuses difficultés face à la réalité. Le plus grave est que, malgré une telle situation, beaucoup de projets sont déjà terminés ou en cours d'exécution. Par ailleurs, la ville de Séoul effectue obstinément l'extension de ce projet à contre-courant de cette critique et de ses limites. Il est normal pour un nouveau projet de rencontrer des erreurs ou des illusions, mais pour ce grand projet, en l'occurrence, il faut reconnaître que, en contradiction avec sa dimension considérable et son importance historique et géopolitique, la mise en travaux s'est effectuée dans la précipitation et dans des délais trop courts. De plus, quant à la méthode de reconstruction avec la démolition totale des sites, la ville de Séoul ferme les yeux et reste imperméable à la réprobation de l'opinion publique. Au contraire, elle essaie de justifier ce projet par ses campagnes masquées pour convaincre la population. Nous avons été témoins de la transformation considérable de notre capitale, en 30 ans sur la rive sud, en 10 ans sur la rive nord. Un miracle dit-on, mais en réalité une ironie. Le développement bulldozer, qui ne doit rien aux 600 ans de la longue histoire du pays, est confronté aujourd'hui à de sérieux problèmes. Les 3 ironies du développement. Faudrait-il parler de paradoxe ou d'absurdité ? À mi-chemin de ces deux jugements, on s'en tiendra à souligner l'ambivalence des faits, leur retournement, leur tromperie, comme si ces faits se moquaient d'eux-mêmes. Ironie 1. La rénovation au prétexte du renouvellement. La méthode de renouvellement, revitalisation et développement durable, est la formule employée pour la campagne du réaménagement, mais en réalité c'est la méthode de démolition totale pour reconstruction, scrap and build, qui est adoptée, balayant tout souci de réhabilitation du stock résidentiel existant. Cette méthode nous rappelle les années 60 et les conflits de la ville avec les commerçants qui ne pouvaient pas bénéficier du droit de la location immobilière même s'ils étaient titulaires de ce droit, ou avec les propriétaires des complexes résidentiels qui étaient opposés à la méthode des autorités de l'opération.
D'un autre côté, même s'il y a décision de prendre en considération l'opinion du secteur privé, un développement par le secteur public ne le respecte que dans l'étape du début, et dans l'étape de développement ce sont des organisations autonomes de la région qui gèrent, cela sans l'aide financière du gouvernement. Or, la tentative d'augmentation du taux de la surface totale de construction par rapport à la surface du terrain est inévitable dans le but d'augmenter la rentabilité de l'affaire pour l'opérateur du développement. En conséquence, on peut dire que des complexes d'appartements très denses, l'approvisionnement insuffisant des infrastructures autour des immeubles était prévisible dans le projet de réaménagement urbain. Ironie 2. Défaire les anciennes communautés pour en construire de nouvelles. Le cercle d'activité des citadins est très diversifié. Il y a d'abord le petit cercle de la vie quotidienne autour de la maison, le point de départ de l'activité d'un individu. On appelle cela traditionnellement le village ou Mahal, c'est-à-dire la commune d'autrefois. Ce cercle correspond à un petit domaine du quotidien dans lequel on arrive à avoir de l'attachement pour l'environnement, à établir des relations amicales avec des voisins, et dans lequel se construit ce que l'on appelle une communauté. Dans un quartier, il y a une école primaire, on rend visite aux amis, on achète des produits quotidiens et on va à la pharmacie ou chez le docteur du quartier. Puisque dans la plupart des cas ce cercle peut être parcouru à pied, il est classé zone piétonne. Le rassemblement de plusieurs de ces cercles finit par produire des activités concernant la ville entière. Le projet Newton de Séoul a pour objet principalement ce genre de cercle du quotidien. La ville de Séoul a déclaré que le projet Newton est concrètement fondé sur le concept des cercles identitaires du quotidien, un concept similaire à celui du quartier. Ce projet est destiné à l'ensemble des cercles dans lesquels s'inscrit la vie urbaine, en dépit du rassemblement réaliste de plusieurs zones à réaménager. La principale signification d'une opération Newton est un développement réalisé selon les cercles du quotidien. Est-ce pour cela que des quartiers traditionnels composés des communautés existantes sont démolis entièrement, et que sont construits des quartiers d'appartements pour de nouvelles communautés? Par acquis de conscience, le mot Mahal est plaqué sur les complexes d'appartements. Le système du cercle d'activité au quotidien a été remplacé par le concept du cercle d'impact du projet de réaménagement. C'est ainsi que 28 cercles Newton, compte arrêté en octobre 2008, ont été créés sur la rive nord. Leur superficie très contrastée s'étage entre 200 et 3500 mètres carrés, la moyenne s'établissant à 900 mètres carrés. Celle-ci fait croire au respect de la superficie idéale pour une unité résidentielle, entre 800 et 1000 mètres carrés, mais les unités conformes à ce standard ne sont en réalité que 7. De plus, étant donné que ces nouveaux soi-disant cercles de vie sont plaqués sur la ville précédente n'importe comment, juste pour la facilité du projet de développement, du plan de circulation et de l'activité commerciale, ils n'ont que peu de rapport avec la vie réelle. Enfin, bien que l'on ait promis la réinstallation sur place des anciens résidents, la nouvelle forme architecturale empêche de réaliser totalement cet engagement. Les espaces investis par les 28 villes nouvelles, totalisés 720 000 habitants, dont seulement 580 000 seront relogés dans les nouveaux logements. Près de 20% des anciens résidents seront donc obligés de quitter leur quartier. Quant à ceux qui resteront, ils ne retrouveront évidemment pas la convivialité d'un village traditionnel. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour transposer dans une structure verticale et collective l'atmosphère d'un ensemble horizontal de maisons individuelles. Ironie 3. Pour résoudre la pénurie de logements, les pauvres quittaient Séoul. Le projet de développement Newton est en principe fondé sur la réhabilitation des habitants. Par un processus de gentrification 10, il tente un changement raisonnable. Mais finalement cette démarche se résume en une phrase, qu'ils quittent Séoul les pauvres. Séoul est en train de passer d'une ville où la place de l'industrie de fabrication est grande, à une ville industrielle de dernière phase où le secteur des services augmente. Mais la zone centre des affaires présente toujours une proportion relativement forte d'industrie de fabrication. C'est un quartier historique, le symbole de la modernité de notre pays. Le projet de développement de Séoul ferme les yeux devant cette vérité, et le réaménagement oblige de modifier chaque usage de la ville de Séoul,
ce qui incite à l'augmentation du prix des terrains. La ville a expulsé par la force les petits commerçants, les commerçants de la rue, et les magasins d'outillage, riverains de la rivière Cheonghae, pour les remplacer par des équipements de récréation destinés à satisfaire la consommation de la bourgeoisie. Depuis peu, la ville de Seongnam où se sont installés les riverains de la rivière Cheonghae est en conflit avec la ville de Bundang, une ville nouvelle installée en son sein. Le mauvais voisinage s'aggrave de plus en plus. La ville de Bundang revendique son indépendance, demande le statut d'arrondissement. Par ailleurs, le problème des locataires à bail précaire et des squatteurs devient également sérieux, mais la ville s'en détourne. La ville de Séoul ne construit que des résidences de grand ou moyen standing, dont seulement 17% sont destinés à la location en dépit du combat mené par les syndicats de locataires. La loi spéciale relative au projet Newton prévoit une répartition 2/4 entre logements de petite, moyenne, grande taille 11. En réalité, la plupart des zones réaménagées sur la rive nord abritent des locataires qui ont remplacé les familles parties pour la rive sud. Si l'on compare les prix de l'immobilier avant et après le réaménagement, par exemple dans le quartier Wolgok 4, on constate qu'ils ont augmenté d'environ 240% pour la vente et de 520% pour la location. Or, le nombre des zones résidentielles détériorées et donc promises au réaménagement augmente sans cesse, en contradiction avec le renouveau économique de la ville en général. À dire vrai, il n'y a ni études ni statistiques officielles qui permettraient d'éclairer le problème des sites de squatteurs, surnommés quartiers des fleurs, qui se sont multipliés considérablement avec l'augmentation depuis la crise FMI du nombre des sans-domicile fixe. En fin de compte, on invite ceux qui ne possèdent pas de bien immobilier à quitter la ville, tandis que ceux qui possèdent du bien immobilier s'enrichissent de plus en plus. Du point de vue de la gestion urbaine, la gentrification peut être considérée comme un moyen de donner aux circonscriptions autonomes la capacité financière nécessaire à l'amélioration de l'environnement. Mais cela ne devrait pas faire oublier le problème de l'accès au logement pour les couches sociales modestes. Au-delà même de la matérialité des logements, c'est aussi toute la richesse sociétale de ces quartiers historiques qui devrait inspirer la politique de la ville. Il faudrait sortir d'une vision qui voue ces quartiers au commerce de luxe. Il faudrait accorder une attention et un soutien aux habitants locataires qui se trouvent là, et qui sont victimes d'une évolution qui les empêche de continuer à vivre normalement. Les centralités secondaires de la vieille ville, sur la rive nord, sont chargées de sens historique. Elles méritent que l'on préserve ce patrimoine dans la durabilité. Il y a quelques années, il était admis qu'il était préférable de conserver ces quartiers, et que cela pouvait être un moteur de croissance en même temps qu'un enrichissement de notre histoire. Mais aujourd'hui, la réalité de Séoul est que ce sujet cède la place à l'économie immobilière ainsi qu'à celle de l'environnement, comme un effet de mode. 3. L'extension du projet Newton aux villes satellites. Le projet Newton était à l'origine destiné uniquement à la ville de Séoul, mais il se répand partout dans l'agglomération sous le même nom et avec les mêmes concepts. Même si hors de la ville, les contextes sont différents, ce qui s'y fait doit être pris en compte ici car les deux échelles sont liées. La construction de villes nouvelles, dans les centralités secondaires de la ville, a eu un impact, par le biais de la décentralisation démographique, sur la construction de villes nouvelles dans les villes satellites. Le rêve de la haute technologie. Les villes nouvelles construites dans la région métropolitaine de Séoul jusqu'à la fin des années 1980 étaient des cités dortoirs, répondant à l'urgence d'une situation menaçante de pénurie de logements. Celles des années 2000, en revanche, ont davantage le caractère d'entités économiquement autonomes, voire de villes franches, dont le rôle est de partager les fonctions urbaines avec Séoul. Celle-ci est en effet vouée à se concentrer sur son rôle de ville internationale. À la fin des années 80, on considéra que la région métropolitaine de Séoul ne pouvait plus assumer, faute de terrain, le développement de nouvelles zones d'habitat. Le 27 avril 1989, l'État lança le nouveau concept de ville nouvelle. Les premières, Ilsan sur la rive sud pour une population aisée et Bundang sur la rive nord pour une population à revenu moyen, 100 000 logements de 60 mètres carrés en moyenne, ont commencé à recevoir leurs premiers habitants, 4 000 ménages, dès 1991.
Mais ces deux villes n'ayant pas reçu un statut d'autonomie, des difficultés graves sont apparues en matière de transport, d'environnement et d'infrastructures urbaines en général. Devant cet échec, l'État a décidé d'interdire la construction de cités-dortoirs. Il n'y en eut donc aucune tout au long des années 90. Cependant, à partir de 2001, le projet de ville nouvelle est à nouveau devenu un sujet d'actualité. La nécessité de développer la rive nord pour résoudre le déséquilibre avec la rive sud et pour améliorer son environnement a fait comprendre que la construction de villes nouvelles périphériques et économiquement autonomes contribuerait, subsidiairement, à l'amélioration du tissu urbain au centre. Ce rebondissement s'annonce favorable cette fois-ci compte tenu des enseignements tirés des expériences précédentes, celles d'Ilsan et de Boudang, qui dissuadent de lancer un programme de logement de trop grande dimension en rase campagne, et celle des cités-dortoirs entièrement dépendantes de la ville-mère. On se range désormais derrière les arguments de William A. Robson XIII, en faveur de villes entièrement indépendantes de la ville-centre. Les meilleurs exemples de telles villes réalisées depuis lors dans la région métropolitaine de Séoul sont la vallée technologique Gwangkyo, à Suwon, le parc d'affaires Dongtan et le complexe industriel Pyeongtaek. Reliées entre elles, ces villes forment une sorte de couloir de l'industrie de haute technologie qui permet à Séoul de tenir son rang dans le monde. Une dualité pour une autre. Cependant, le gouvernement a prévu récemment, par le troisième projet de réaménagement de la région métropolitaine, 2006 à 2020, le développement de vastes espaces résidentiels, des espaces qui auraient une large autonomie. Cela signifie que la politique pratiquée jusqu'à maintenant, de desserrement de la population de la capitale vers la province et de freinage de la concentration de population, va céder la place à une politique d'expansion de l'agglomération. Pour cela, le gouvernement a proposé en 2006, avec le plan du 31 août 14 et la résolution du 15 novembre 15, un plan guide pour l'approvisionnement de la capitale en logements de qualité, cela à un coût réduit, en grand nombre et rapidement. Selon ce projet, un total de 226 000 logements, 2,3 fois plus qu'à Bundang, sera réalisé d'ici 2011 dans 5 villes nouvelles de la région métropolitaine, ce qui est censé pourvoir au déficit de logements à Séoul. La ville nouvelle Dongtan 2 par exemple, à 30 km de la rive sud, sera une ville économiquement autonome, assurant même une fonction de soutien pour les villes des environs. Elle sera le siège d'une activité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.